qui vous transforme. Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée à cette approche régionale dans la lutte contre la torture. Et c'est avec deux invités sur ce plateau, Ghislain Kofi-Niakou du CACIT et puis Isidore Nguele de l'OMCT. Isidore, Lomé marque un point d'étape dans la lutte contre la torture et le mauvais traitement en Afrique. Alors, comment entrevoyez-vous l'opérationnalisation de ce groupe régional d'intervention judiciaire? Alors, le groupe régional d'intervention judiciaire est une plateforme qui rassemble des avocats venus de divers pays d'Afrique, une dizaine, qui ont expérimenté au cours de leur carrière de nombreux défis dans la lutte contre la torture, dans des contextes différents, certains dans des contextes post-conflit armé, d'autres dans des contextes de dictature, d'autres dans des contextes de crise sociopolitique. Donc, ils ont chacun un regard de la torture et de la lutte contre la torture sous un angle différent. Donc, l'idée, c'est de les mettre ensemble pour favoriser un partage d'expériences, des échanges de techniques et de stratégies, aussi une lecture régionale, parce que comme on le disait d'entrée de jeu, les défis étant régionaux, il faut proposer des réponses régionales qui intègrent, on va dire, le contentieux devant les juridictions nationales, mais aussi devant les instances régionales. Donc l'idée, c'est de pouvoir les rassembler, discuter et définir ensemble des stratégies et les méthodes d'action pour pouvoir répondre au cas par cas à des situations que l'un et l'autre pourraient, ou l'une aussi, pourrait rencontrer dans son pays, mais aussi comment pouvoir agir de manière collégiale dans une situation qui, même si se posant dans un pays, interpellerait une action groupée des autres membres. Voilà un peu l'idée de ce groupe d'intervention. Alors, Ghislain, comment dans la réalité on peut soutenir le droit des victimes, notamment et les groupes vulnérables, à la réparation, à la réhabilitation? Oui, pendant ces 4 jours, les 16 avocats réunis sont planchés sur cette question. Comment soutenir le droit des victimes? Donc, nous avions parlé de la documentation des cas de torture, qui est un problème important, parce que si les cas de torture ne sont pas bien documentés, il est difficile de faire du contentieux. La documentation, que ce soit sur les législatives, mais aussi la documentation médico-légale, la documentation aussi sur les cas. Parce que on peut travailler sur un cas, mais en même temps être soutenu par d'autres cas déjà connus de par le passé, comment les mécanismes ont tranché par rapport à ce cas. Il faudra faire un travail holistique pour pouvoir porter un seul cas. Savoir par exemple que quel mécanisme utiliser. Les avocats pendant ces jours sont demandés, par exemple, voilà un cas, ils ont travaillé sur plusieurs cas concrets. En fait, ce n'est pas une formation, ça c'est clair, c'était rencontre d'échange, partage de bonnes pratiques, réflexion sur les stratégies. Donc, on prend un cas, on réfléchit comment est-ce que ce cas peut être porté devant un mécanisme, comment s'assurer que le cas puisse être, la victime puisse avoir réparation, comment s'assurer que le présumé auteur puisse être finalement condamné, comment s'assurer que au plan international, parce que on peut vouloir fuir la sanction au niveau national, mais comment utiliser les mécanismes internationaux, comment utiliser le droit international pour répondre au niveau national aux défis de l'impunité, vice-versa. Donc, ça a été toute une panoplie de réflexions qui ont été menées pour répondre effectivement à la question que vous venez de poser. Et nous pouvons nous féliciter que nous sommes arrivés en ce moment à un certain nombre de résultats qui vont permettre au groupe d'avancer de manière efficace. Alors Isidore, j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qui particularise concrètement la torture pour qu'on y accorde autant d'attention? N'est-ce pas un crime comme tous les autres? Je vais commencer par dire que c'est un crime grave, et donc il nécessite une attention grave, une gravité dans la réponse aussi. Et je pense que ce que disait tout à l'heure Ghislain est assez fondamental. L'idée qu'une fois que la personne est atteinte, est affectée, sa reconstruction est difficile.
les médecins qui sont spécialisés dans les réponses et dans le traitement des personnes victimes de torture disent qu'on peut réparer le corps, mais on peut difficilement réparer l'esprit. Or, la torture, c'est effectivement la dualité de la violence corporelle, mais aussi psychologique, mentale. Donc, il est important qu'on puisse développer une culture de la, on va dire, torture zéro, qui puisse nous éviter de détruire des personnes, parfois ou très souvent innocentes, et qu'on ne soit plus en même après de les réparer. La réparation, on va dire judiciaire, n'est qu'une partie de la réparation. L'indemnisation, le dédommagement, etc., ce n'est qu'une partie qui soulage la victime du préjudice qu'elle a subi. Mais elle reste marquée dans sa chair et dans son esprit à vie. Et donc tout cela nécessite qu'on puisse s'y atteler fondamentalement. Il faut aussi dire que le crime de torture est un crime qui inclut une série d'autres crimes parallèlement. Parfois, tout cela aboutit à la mort de la victime. Parfois, et pas parfois, très souvent, la victime n'est pas que la victime principale qui a subi le préjudice. Il y a des victimes secondaires, les enfants de la victime. Il y a des enfants qui sont témoins, par exemple, du viol de leur maman. Des enfants qui sont témoins de l'amputation, des sévices corporels subis par leurs parents et qui en sont marqués à vie et qui parfois sont plus traumatisés même que leurs parents. C'est des choses qu'on ne voit pas et qui nécessitent qu'on puisse aujourd'hui y mettre un terme. Une chose que je voudrais ajouter là-dessus pour qu'on comprenne très bien pourquoi, comme vous posez la question, pourquoi on s'arrête sur ce crime. On s'y arrête aussi parce que, au final, c'est un signe d'échec dans la formation des parties prenantes impliquées, par exemple, dans la recherche de la vérité. C'est-à-dire que les inspecteurs de police judiciaire qui doivent enquêter doivent recevoir une formation adéquate pour enquêter. Lorsqu'on n'est pas capable d'obtenir des informations à travers des enquêtes et qu'il faille faire usage de la torture pour les obtenir, ça veut dire qu'on a failli. On a failli dans son devoir professionnel. Et donc, c'est aussi l'idée de dire aux gens, n'utilisons pas le chemin facile, de croire que parce qu'on aura frappé des gens, on aura des réponses. Formons nos acteurs du système de la chaîne pénale, de telle sorte qu'ils puissent avoir des informations par des voies adéquates. Formons les policiers qui doivent encadrer des militants, de manière à pouvoir encadrer une manifestation populaire, civile, plutôt que de les réprimer facilement, en croyant que cet acte de répression trouvera une réponse automatique. Parce que cela n'a jamais montré, nulle part on a vu que réprimer des manifestants empêchait qu'ils remanifestent la prochaine fois, quand ils estiment qu'ils doivent exprimer leurs droits. Donc, s'y atteler, c'est aussi régler la question en fait, de la culture démocratique dans les différents pays. Alors, Ghislain, on comprend que vous voulez aller au-delà des seules procédures de plainte. Quels sont, en ligne de mire, les principaux aspects qui vous préoccupent? Oui, il y a l'aspect contentieux, comme on en a beaucoup parlé, mais il y a aussi la question du plaidoyer, parce que le plaidoyer est transversal à toutes les actions de la société civile. Nous sommes face à des États, nous sommes face aux mécanismes internationaux mis en place par les États. Il est important aussi de dialoguer avec ces États, même dans la soumission des plaintes. C'est une façon de pousser le dialogue à un niveau supérieur, parce que le dialogue commence toujours par des échanges. Et alors, quand nous constatons que les violations sont persistantes et qu'il y a nécessité de donner une réponse à toutes ces personnes qui sont victimes, des cas sont portés devant les mécanismes de protection des droits de l'homme. Ces mêmes mécanismes mis en place par les États eux-mêmes. En fait, parfois, quand on est en train de parler des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme, de la lutte contre la torture, d'aucuns peuvent penser que ces gens sont des gens qui font affront aux États. En fait, notre travail consiste juste à faire pour l'État ce que, quelque part, lui-même l'a voulu faire, mais pour des raisons avouées ou non, il n'arrive pas à faire. À le rappeler à ses engagements, à travers les cas contentieux, mais à travers le plaidoyer aussi. Nous portons par exemple des rapports alternatifs devant les mécanismes de protection des droits de l'homme. Nous envoyons des cas individuels comme des plaintes,
nous faisons de la communication avec ces mécanismes, avec l'État, quand, par exemple, pour cette mission qui a commencé, en réalité, le 8, nous avons commencé la formation le 10, mais déjà le 8, nous avons fait des rencontres avec les autorités sur place pour échanger sur la situation des droits de l'homme, la question de la lutte contre la torture, comment accompagner pour que les choses puissent mieux se passer. Par exemple, nous avons fait comprendre que nous avons actuellement, pour cette année déjà, la possibilité d'accompagner à la formation, parce que c'est l'État même qui doit le faire, d'abord d'accompagner à la formation d'un certain nombre d'agents en charge de l'application de la loi, des magistrats, des gardiens de prison, et du mécanisme national de prévention de la torture qui est en train d'être mis en place. Nous avons les moyens de pouvoir accompagner la première formation, la sensibilisation des populations, des communautés. Donc, ces actions-là sont des actions aussi que nous menons pour que le tout puisse permettre au final que le respect de la dignité humaine, parce que vous avez posé la question, mon collègue a répondu, c'est la dignité humaine, c'est l'homme qui est au cœur de tout. C'est l'homme qui est central à tout, à la vie de la cité. Et donc l'homme doit être dans son intégrité, respecté et protégé pour pouvoir répondre à son engagement de développement. Alors voilà. Isidore, vous avez salué sur ce plateau des avancées sur le continent dans la lutte contre la torture. Aujourd'hui, comment utiliser par exemple le droit international dans les procédures nationales, alors qu'on sait que par exemple certains pays ont ratifié le protocole additionnel des Nations Unies pour la lutte contre la torture, mais sur le terrain, il y a encore des écarts. Donc c'est ça l'objectif, c'est de réussir à faire que le droit international aide le droit national à avancer, à s'améliorer, que les observations générales, par exemple des différents organes de traité, puissent aider les acteurs de la chaîne pénale et du pouvoir judiciaire à améliorer leur raisonnement juridique et à pouvoir l'arrimer, on va dire, aux standards internationaux. Donc, encore une fois, on a en notre main une panoplie d'outils. L'action contentieuse, c'est-à-dire les plaintes pénales, par exemple, ou même civiles, peuvent aider l'avocat, et ça fait partie des sujets que nous avons abordés pendant notre atelier. Comment est-ce que vous convoquez les décisions rendues par les instances internationales pour pousser les juges qui sont censés statuer sur des textes arrimés ou pas aux conventions internationales à suivre les raisonnements des juges internationaux. Je prends par exemple un exemple qui est très fréquent, le fait que des civils soient amenés à répondre devant des tribunaux militaires. Dans plusieurs pays, par exemple, c'est une pratique qui est récurrente. Or, il existe, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, une décision, une jurisprudence qui instruit que les civils n'aient pas à répondre de leurs crimes ou des crimes qui leur sont reprochés devant des tribunaux militaires quand cela ne concerne pas les affaires militaires et que cela... Donc, l'idée ici, c'est de pousser les juges sur le plan national à pouvoir suivre le raisonnement, par exemple, des commissaires de la Commission africaine sur cette question et à se dessaisir. Des juges militaires devraient en général être incompétents pour ce genre d'affaires et renvoyer ces genres d'affaires devant les juges civils. Donc l'idée, c'est de pousser à travers l'action contentieuse le droit national, les acteurs du droit national à suivre les raisonnements des instances internationales, leurs recommandations, leurs observations générales sur les cas spécifiques de torture et sur la pratique en la matière. Alors, Ghislain, quand on parle de ces instruments juridiques internationaux, de quoi parle-t-on? Les instruments juridiques internationaux, quand on parle d'organes. C'est-à-dire, nous avons par exemple le Comité des droits de l'homme, le Comité contre la torture, le comité pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes et autant d'autres qui sont des mécanismes, des organes, des institutions mis en place par les Nations Unies sur la base d'un certain nombre de tests. En fait, ces mécanismes, chaque fois qu'on parle d'un mécanisme ou bien d'un organe ou bien d'une institution dans le droit international, il faut s'attendre à ce que, en fait, ce mécanisme-là est là pour la protection d'un test donné. Le comité contre la torture est là pour que les États
puissent respecter. Les États ont d'abord pris ils ont la Convention contre la torture. Maintenant, comment s'assurer que la Convention est respectée? Alors, il y a un mécanisme qui fait le suivi du respect de la Convention contre la torture. Il en va de même des droits civils et politiques, qui a un comité des droits de l'homme pour faire respecter les droits civils et politiques dans les pays, etc., pour les femmes, etc. Donc, chaque instrument des Nations Unies ou instrument international ou et régional a pour un mécanisme qui lui permet de s'assurer que cet instrument est mis en œuvre. La Commission africaine pour la charte, pour la Commission africaine, c'est-à-dire la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est la Commission africaine qui essaie de voir comment cette charte est mise en œuvre. Donc voilà ce à quoi servent ces mécanismes, ce que nous appelons les mécanismes de protection des droits de l'homme. Donc ils connaissent des plaintes, des cas individuels en contentieux, ils connaissent des rapports de l'État. L'État, donc, ça montre déjà qu'en réalité, c'est les États qui doivent répondre de leur propre engagement pris devant ces instruments, devant ces mécanismes. En réalité, c'est l'État qui fait d'abord son rapport, et ensuite la société civile, les mécanismes, les institutions des droits de l'homme aussi font des rapports devant ces mécanismes pour que les mécanismes puissent confronter les informations fournies par les États aux informations de d'autres acteurs pour s'assurer d'un certain nombre de véracité, pour au final faire de bonnes recommandations et de bonnes observations aux États pour faire avancer la situation des droits de l'homme dans leur pays. Par exemple, le Comité contre la torture avait recommandé la mise en place du mécanisme national de prévention de la torture. Aujourd'hui, c'est chose effective. Elle avait voulu que l'on incrimine la torture dans notre code pénal pendant longtemps. C'est en revenant sur cet engagement-là que les États doivent prendre qu'au final, les États finissent par avancer. S'il n'y a pas ces mécanismes pour leur rappeler leur engagement, ça va être beaucoup plus difficile. Il y a aussi la question à part le contentieux, les rapports alternatifs, il y a aussi le fait que nous pouvons, ou l'État, ou la société civile, dialoguer directement avec ces mécanismes pour échanger. Il y a des rencontres qui s'organisent pour échanger, pour voir dans quelle mesure améliorer la situation des droits de l'homme dans les différents pays. Et donc les observations dont il parle sont très importantes, par exemple, parce qu'elles sont comme une boussole qui permettent de voir où il faut aller sur le respect des droits de l'homme à travers le monde. Si, par exemple, pour le comité contre la torture, il y a des observations finales qui existent, elles permettent à chaque État de savoir si, effectivement, ils avancent sur le bon chemin. Parce qu'au niveau national, il y a des défis qui font que des États peuvent vouloir se soustraire à leur engagement international. Donc, nous voulons bien que les juges au niveau national puissent se saisir de ces observations et les lire souvent pour pouvoir s'en inspirer dans la prise de leurs décisions au niveau des tribunaux nationaux. On a compris tout le chantier qu'est cette approche régionale dans la lutte contre la torture. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Merci à vous, Isidore Nguele, responsable des programmes des droits de l'homme en Afrique au niveau de l'OMCT. Merci à vous, Ghislain Kofi Nyakou, le directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Invité Afrique.